À la suite d'une série d'erreurs, de négligences et de manquements aux mesures de sécurité des protocoles nucléaires japonais, 3 hommes ont été exposés à une quantité considérablement élevée de radiation. Au début, ils semblaient s'en sortir, mais ce que l'un d'entre eux a dû affronter par la suite était tout simplement inhumain. Il a été considéré comme le mort le plus douloureux de l'histoire. Commençons. Mais d'abord, si vous pouvez vous abonner et nous donner un like, j'apprécierais vraiment. Cela ne coûte rien et aide énormément notre chaîne. En 1965, Hisashi Uchi est né au Japon d'un jeune ingénieur nucléaire prometteur. Des années plus tard, Hisashi se retrouve à l'épicentre de l'industrie nucléaire japonaise, travaillant pour une société responsable de l'exploitation de plusieurs installations nucléaires, dont la centrale de Tokaimura. Contrairement aux centrales conventionnelles, Tokaimura ne favorise pas les réactions nucléaires, mais fabrique des équipements et des barres de combustible nucléaire utilisés dans d'autres centrales. Le procédé utilisé à Tokaimura consistait à mélanger de l'uranium avec de l'acide nitrique, afin de créer une solution stable convenant à un transport sûr. Ce mélange devait d'abord être réalisé dans un petit réservoir, puis transféré dans un plus grand réservoir de précipitation selon les méthodes approuvées par le gouvernement. Cependant, la pratique adoptée à l'usine s'écarte du protocole. Ils ont utilisé un simple seau à acide en acier inoxydable pour le mélange avant de le transférer directement dans le réservoir de précipitation, une tactique plus économique et plus rapide, mais qui contrevient aux réglementations gouvernementales. Bien que cette méthode ait déjà été utilisée dans d'autres installations sans incident grave, l'usine de Tokaimura n'était pas étrangère aux accidents de sécurité mineurs qui s'étaient produits des années auparavant. Le 30 septembre 1999, un événement capital a changé à jamais la vie d'Hisashi Uchi et de ses collègues. Vers 10 h du matin, Hisashi, qui n'avait jamais effectué de mélange d'uranium auparavant, a reçu l'ordre de son superviseur, Yutaka Yokokawa, de s'atteler à la tâche. Poussé par le désir de démontrer ses capacités, Hisashi a accepté la responsabilité, aidé par Masato Inohara. Ensemble, ils se rendent dans la salle de traitement et commencent à mélanger de l'uranium avec de l'acide nitrique dans un seau, contrairement aux règles de sécurité qui déconseillent cette méthode en raison des risques qu'elle présente. Au début, tout semble aller pour le mieux, mais des violations des règles de sécurité ne tardent pas à apparaître. En désaccord avec les recommandations, ils ont opté pour des bouteilles de stockage secondaire plus petites que celles conseillées, car les bouteilles approuvées étaient trop grandes pour être utilisées dans la méthode simplifiée qu'ils avaient choisie. Cette décision risquée a été motivée par la pression exercée par la société JCO pour accélérer la production et compenser un retard de 2 jours dans les commandes de barres nucléaires. Tandis qu'Hisashi tient l'entonnoir, Masato verse le mélange dangereux dans un cylindre inadapté. Yutaka, le superviseur, observe la scène depuis une table voisine. De manière inattendue et alarmante, à 10h35, le mélange d'uranium a atteint une masse critique, déclenchant une réaction nucléaire incontrôlée. Un bruit fort et un flash intense de lumière bleue, typique des réactions nucléaires mais normalement contenues à l'intérieur des réacteurs, remplissent la pièce. L'exposition aux radiations qui en a résulté a été catastrophique. Hisashi a été exposé à ce que l'on estime être 20 sieverts de radiation. Masato à 10 sieverts et Yutaka à 3 sieverts. À titre de comparaison, une dose de 7 sieverts est déjà considérée comme létale et des doses supérieures à 8 sieverts entraînent souvent la mort. Les 3 personnes ont été immédiatement évacuées et ont reçu des soins médicaux pour des symptômes de radiation sévères, comprenant des douleurs intenses, des nausées et des difficultés respiratoires. D'abord emmenés à l'hôpital national de Mito, ils ont rapidement été transférés à l'Institut national des sciences radiologiques, spécialisé dans le traitement des cas graves d'exposition aux radiations. L'incident survenu à l'usine de Tokaimura a non seulement marqué Hisashi Uchi et ses collègues, mais a également semé la panique dans toute la région. Les habitants situés dans un rayon de 350 mètres ont été immédiatement évacués, tandis que ceux qui se trouvaient jusqu'à 10 km plus loin ont reçu des avertissements urgents. Une vingtaine d'heures seulement après son déclenchement,
La réaction nucléaire est maîtrisée, mais les répercussions de l'événement continueront à se faire sentir, affectant profondément les personnes directement concernées et la communauté environnante. Lorsque Hisashi est arrivé à l'hôpital, on a d'abord estimé qu'il avait été exposé à 8 sieverts de radiation, une dose mortelle. Cependant, des analyses ultérieures ont révélé que la réalité était encore plus sombre. Son exposition dépassait les 16 sieverts. Face à cette situation critique, le docteur Kazuo Maekawa, spécialiste de la médecine d'urgence et des radiations à l'université de Tokyo, a pris la direction du traitement. Il a réuni une équipe d'environ 13 professionnels de différentes spécialités, dont la médecine générale, la médecine d'urgence, la dermatologie, la gastro-entérologie, les maladies infectieuses, la transfusion sanguine, la radiologie et la thérapie cellulaire. Malgré les circonstances défavorables, Hisashi se portait étonnamment bien au moment de l'examen initial. L'exception était la rougeur et le gonflement visible sur sa main droite, résultat de sa proximité avec la source de rayonnement et symptôme typique d'une brûlure par irradiation, similaire à un coup de soleil sévère. Même dans un état grave, Hisashi était résistant et communicatif. Il parlait aux médecins et aux membres de sa famille, racontait des histoires et parlait de ses passe-temps, comme la pêche et les activités de plein air, reflétant ainsi ce que l'on appelle le stade latent des radiations, où les dommages internes sont graves, mais où les symptômes externes ne sont pas encore tout à fait apparents. Les médecins, bien qu'optimistes au départ, étaient conscients de la gravité de la situation. Ils savaient que le corps subissait d'importantes lésions internes qui finiraient par aggraver considérablement son état. L'équipe a dû relever un défi herculéen en traitant l'un des cas les plus graves d'exposition aux radiations jamais documentées. Après une grave exposition aux radiations, Hisashi Uchi a été admis dans un service d'isolement afin de minimiser les risques d'infection. L'équipe médicale a pris des mesures strictes pour désinfecter toute personne entrant dans sa chambre, le protégeant ainsi d'éventuels virus et bactéries susceptibles d'aggraver son état déjà critique. La santé de Hisashi s'est rapidement détériorée lorsque son taux de plaquettes est tombé à 26 000, un niveau alarmant par rapport à la fourchette saine de 120 000 à 380 000 plaquettes. La capacité de coagulation de son sang s'en est trouvée fortement réduite, obligeant les médecins à procéder à de fréquentes transfusions sanguines pour tenter de stabiliser son état. Face à cette grave situation, sa famille est restée à ses côtés à l'hôpital, transformant leur angoisse en action en fabriquant des origamis symbolisant des prières pour le rétablissement d'Hisashi, leur apportant du réconfort et inspirant l'équipe soignante. Comme le nombre de plaquettes de Hisashi est resté bas, il a commencé à souffrir d'importantes pertes de sang, reflet des graves dommages causés à sa moelle osseuse par les radiations. Ces dommages ont compromis la capacité de son corps à produire de nouvelles cellules sanguines et à se défendre contre les infections, ce qui a nécessité une surveillance médicale intensive pour le protéger. Tout au long de ses souffrances, Hisashi a fait preuve d'une incroyable force d'esprit, exprimant sa gratitude aux médecins et au personnel infirmier pour les soins exceptionnels qu'il a reçus, et conservant une attitude positive qui reflétait sa résilience et sa dignité face à un défi extrêmement difficile. Dans les premiers jours qui ont suivi l'accident, Hisashi a signalé peu de symptômes en dehors d'une douleur intense sous son oreille droite et dans sa main droite, gravement brûlée par les radiations. Cependant, au fil du temps, il a commencé à ressentir des douleurs dans les poumons et a eu besoin de l'aide d'un respirateur pour l'aider à respirer. L'équipe médicale a maintenu un protocole de surveillance strict, effectuant 2 fois par jour des tests PCR pour détecter la présence de 7 types de virus et de champignons courants, afin de prévenir d'autres complications dues à des infections. Au 6e jour d'hospitalisation, la décision a été prise de procéder à une analyse plus approfondie de la moelle osseuse de Hisashi afin d'évaluer l'état de ses chromosomes, dans le but de mieux comprendre les dommages internes et d'ajuster le plan de traitement si nécessaire. Les résultats de l'analyse des chromosomes Uchi étaient dévastateurs. Ces chromosomes étaient gravement endommagés, apparaissant sur les scanners comme un amas de points noirs. De nombreux chromosomes avaient été fragmentés et d'autres avaient fusionné de façon anormale, ce qui compromettait sa capacité à régénérer les cellules. Cet état empêchait la production de nouvelles cellules saines, ce qui menaçait sérieusement sa guérison à long terme.
surtout lorsque les cellules les plus anciennes commençaient à être remplacées. Face à cette situation critique, l'équipe médicale a conclu qu'une greffe de moelle osseuse était indispensable. Par chance, la sœur de Hisashi était compatible et pouvait faire un don. La procédure de greffe, qui a duré environ 4 heures, s'est déroulée avec succès. Après la greffe, une période d'attente anxieuse a commencé pour voir si la nouvelle moelle osseuse commencerait à produire des cellules sanguines saines. Cependant, avant même de pouvoir confirmer le succès de la greffe, un problème alarmant est apparu. La peau de Hisashi a commencé à peler gravement. De simples gestes, comme enlever un pansement adhésif, ont entraîné la perte de couches de peau, révélant l'étendue des dommages causés par les radiations sur ses tissus cutanés. Au fur et à mesure que son état s'aggravait, les soins devenaient de plus en plus difficiles. Lorsqu'il se douchait, tout contact avec une serviette ou un gant de toilette entraînait le décollement d'une plus grande partie de la peau, reflet des effets des radiations qui devenaient de plus en plus intenses. D'autres complications sont apparues lorsque Hisashi a perdu la fonctionnalité complète de ses paupières, ce qui l'a empêché de fermer complètement les yeux. Cela a provoqué une sécheresse extrême des yeux, jusqu'à provoquer des saignements, un état choquant et douloureux qui a été largement rapporté. Le saignement des yeux était si marqué qu'une infirmière l'a décrit comme s'il pleurait du sang. La peau de Hisashi, désormais extrêmement abîmée et sensible, provoquait des douleurs vives et constantes, semblables à de graves brûlures. Cet état n'apportait pas seulement un inconfort atroce, mais le rendait également vulnérable au froid, puisque la peau sert de barrière thermorégulatrice. Pour atténuer la souffrance et protéger les zones de peau qui résistaient encore, les médecins ont commencé à utiliser des compresses de gaz de coton. Ces compresses minimisent le contact direct avec la peau affectée et offrent une couche d'isolation thermique, cherchant ainsi à soulager Hisashi du froid et à réduire le risque de nouvelles infections. Bien qu'il s'agisse de mesures palliatives, elles étaient vitales pour essayer de maintenir autant de confort que possible dans ce sombre état clinique. Le 26, un revers important ébranle le traitement. Les cellules transplantées commencent à mourir. Des experts et des universitaires ont analysé les causes possibles et ont conclu que les radiations qui avaient dévasté le corps de Hisashi continuaient à affecter les nouvelles cellules, entravant leur survie. De plus, la situation respiratoire de Hisashi s'est considérablement détériorée. Les tests ont permis d'identifier une tache noire sur ses poumons, suggérant une hémorragie interne ou un œdème pulmonaire, une condition dans laquelle le liquide s'accumule dans les poumons. Compte tenu de sa capacité de coagulation déjà compromise, toute intervention visant à retirer le liquide était risquée et pouvait provoquer une grave hémorragie interne, augmentant ainsi le risque pour sa vie. Face à cette situation critique, les médecins ont opté pour l'utilisation d'un respirateur spécial. Cet équipement a non seulement aidé Hisashi à respirer, mais aussi à réduire l'accumulation de liquide, soulageant ainsi l'œdème. Cependant, l'utilisation du respirateur était extrêmement douloureuse, ce qui a conduit Hisashi à exprimer une grande frustration et un grand désespoir. Dans des moments de profonde angoisse, il a même dit aux médecins qu'il se sentait comme un cobaye dans des expériences insupportables, reflétant ainsi l'immense fardeau émotionnel et physique auquel il était confronté. Malgré la douleur et la souffrance intense, Hisashi a reconnu l'importance de se battre pour la vie aux côtés de sa famille, qui lui rendait régulièrement visite. La présence et le soutien de sa famille, en particulier la bonne humeur et les réminiscences de moments heureux partagés avec sa femme, lui ont donné la force de continuer. La famille s'est également efforcée de tenir Hisashi au courant des événements mondiaux, en le traitant non pas comme quelqu'un qui fait pitié, mais plutôt comme quelqu'un qui fait encore partie intégrante du monde extérieur. L'efficacité du respirateur a fini par diminuer et, après consultation de la famille et une évaluation minutieuse de la situation, les médecins ont décidé qu'il serait nécessaire de placer un tube dans la trachée de Hisashi pour améliorer sa capacité respiratoire. Cette décision reflétait les efforts et l'adaptation continue de l'équipe médicale pour fournir les meilleurs soins possibles à Hisashi, même face à un tableau clinique difficile et à un pronostic incertain. Les médecins, cherchant à améliorer sa capacité de récupération, ont décidé qu'il était crucial de tenter l'absorption intestinale des nutriments. Cependant, une diarrhée intense survenue le 27 a encore compliqué la situation, ce qui a conduit à la nécessité d'une endoscopie. Cette procédure était risquée,
car tout contact du matériel avec les muqueuses pouvait provoquer des saignements et entraîner une hémorragie interne, d'autant plus que les muqueuses de Hisashi étaient extrêmement fragiles. L'endoscopie s'est déroulée avec succès sur le plan de l'exécution, mais les résultats ont été décevants. L'examen a révélé que l'état de l'intestin de Hisashi était tellement compromis qu'il ne permettait aucune absorption ou digestion des nutriments, et que même l'eau ingérée était expulsée sans être absorbée. En raison de la gravité de son état, Hisashi Uchi dépendait d'un ventilateur 24 heures sur 24, incapable de régénérer de nouvelles cellules ou de digérer des nutriments. Sa peau continuait à peler, illustrant une souffrance interne et externe presque inimaginable. Pour tenter de soulager la douleur, l'équipe médicale lui a administré des sédatifs tels que le propofol et de puissants analgésiques tels que le fentanyl directement dans la veine. Cependant, l'efficacité de ces médicaments était incertaine, compte tenu de la capacité d'absorption altérée de Hisashi. Le dosage de fentanyl était extrêmement élevé, comparable à celui utilisé lors d'une opération à crâne ouvert, ce qui reflétait la gravité de la situation et l'effort pour apporter le plus de confort possible. Malgré le sédatif, il était difficile d'évaluer le niveau réel de douleur que Hisashi pouvait ressentir, car il ne pouvait pas communiquer verbalement à cause du tube dans sa trachée. La situation était critique et l'équipe médicale s'est efforcée sans relâche d'apporter un peu de soulagement et de dignité à ces derniers instants. Au fur et à mesure que l'état de Hisashi se détériorait, les soins médicaux sont devenus encore plus intensifs et désespérés. Il a été placé dans un lit conçu pour le maintenir immobile, minimisant ainsi le mouvement de ses organes et par conséquent la douleur causée par chaque mouvement. Les infirmières détectaient les signes de douleur par des clignements d'yeux ou des mouvements subtils des sourcils, étant donné la communication verbale limitée de Hisashi. La situation s'est encore aggravée lorsque la diarrhée, qui n'était au départ qu'un symptôme de malabsorption, est devenue le signe que ses intestins se liquéfiaient. 29 jours après l'accident, la présence de myoglobine dans le sang d'Hisashi a révélé une décomposition musculaire, augmentant le risque d'insuffisance rénale. Son bras droit, déjà gravement atteint, se décomposait rapidement, entraînant d'autres complications sur l'ensemble de son corps. L'un des médecins a suggéré d'amputer le bras pour éviter d'autres complications, mais étant donné l'incapacité de Hisashi à régénérer les cellules et à coaguler le sang, cette option a été rejetée comme irréalisable. Pour tenter de soulager ses souffrances cutanées, 70 greffes de peau ont été réalisées, mais chaque greffe n'a duré que 3 à 4 jours en raison de l'extrême sensibilité de sa peau. La famille de Hisashi, soucieuse d'être à ses côtés, a fait équipe avec les médecins et le personnel pour créer un environnement plus accueillant dans la chambre d'hôpital. Ils ont remplacé les meubles et décoré l'espace avec des origamis colorés, en essayant d'apporter un peu de réconfort au milieu d'une souffrance écrasante. Cependant, le 56e jour après l'accident, l'état de Hisashi s'est considérablement détérioré. Il a commencé à saigner des intestins et de l'estomac, perdant environ 10 litres de liquide par jour. Le 18 novembre, Hisashi a subi des défaillances cardiaques qui l'ont laissé en état de mort clinique pendant 49 minutes au total, des épisodes qui, chez une personne normale, auraient provoqué des lésions cérébrales importantes et aggravé son état en raison de son ADN déjà gravement endommagé. Ces crises ont marqué le début de la fin, une démonstration de la réalité brutale des conséquences d'une exposition extrême aux radiations. Après 83 jours d'une lutte extrême et douloureuse, Hisashi Uchi est décédé à 11h21 dans la nuit du 21 décembre 1999. À la fin, ses reins et son foie ont lâché et il dépendait d'une dialyse continue pour filtrer les déchets de son sang. Il a également développé une infection fongique causée par l'aspergillus, un champignon qui se nourrissait des fluides qui s'échappaient de son corps. Le docteur Mekawa, épuisé et conscient du caractère inéluctable de la fin, a rencontré la famille de Hisashi pour lui dire que tous les traitements possibles avaient été essayés, sans succès. Il leur a conseillé de ne pas essayer de le réanimer si le cœur de Hisashi s'arrêtait à nouveau. Lors de l'autopsie, les médecins ont été surpris de constater que le cœur d'Hisashi était en relativement bon état, ce qui contrastait fortement avec la dévastation du reste de son corps. Pour les médecins et la famille, cela symbolisait le fait que c'était le cœur de Hisashi, au sens métaphorique de sa volonté de vivre, qui l'avait maintenu en vie si longtemps. Après sa mort,
Les médecins ont préparé son corps pour le dernier adieu de la famille, en le recouvrant soigneusement de gaz, à l'exception de ses yeux et du bout de ses orteils. Ce fut un moment d'intense émotion, surtout pour sa femme qui, confrontée à la triste réalité, s'est enfin autorisée à pleurer. Masato Shinohara, une autre personne impliquée dans l'accident, a également subi les conséquences fatales des radiations et est décédé en avril 2000. Bien qu'il ait reçu une dose de radiation plus faible qu'Hisashi et qu'il ait souffert moins intensément, sa mort a tout de même été directement causée par les effets des radiations. En revanche, le superviseur, qui avait reçu une dose plus faible de 3 SV, a réussi à se rétablir complètement après un traitement approprié. L'enquête officielle sur l'accident a conclu que les causes comprenaient une surveillance réglementaire insuffisante, une culture de la sécurité inadéquate dans l'usine, ainsi qu'une formation et un enseignement médiocre pour les personnes impliquées. En octobre 2000, 6 employés, dont le superviseur de Hisashi, ont été reconnus coupables de négligence professionnelle. En réponse à la catastrophe, le Japon a apporté des changements significatifs à la réglementation du secteur nucléaire. De nouvelles politiques ont été introduites, notamment des inspections régulières et la mise en œuvre stricte de procédures de sécurité dans le but de prévenir d'autres accidents. Le cas d'Hisashi Uchi a non seulement mis en lumière les risques inhérents au secteur nucléaire, mais il est également devenu un symbole de lutte au Japon, qui a érigé un mémorial en son honneur dans l'hôpital où il avait été admis, honorant ainsi l'homme dont la mort a été la plus douloureuse de l'histoire.